Nous avons la chance d'accueillir Marc Halévy. Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour, le sujet qui nous réunit aujourd'hui s'intitule « Les réseaux, l'autre manière de vivre ». Il correspond en fait à l'ouvrage de Marc, un des derniers ouvrages de Marc, et c'est le titre de son ouvrage. Marc, tu es physicien, philosophe, prospectiviste et entre autres expert APM. Nous avons la chance de t'accueillir depuis de nombreuses années dans les clubs. Je me suis demandé finalement pourquoi tu t'étais intéressé à cette idée de réseau en fait. Voilà, est-ce que tu C'est relativement simple. Hein. Le fait est que ceux qui me connaissent un peu dans mon message savent que je m'intéresse à toutes les ruptures que nous vivons pour l'instant, et qu'il y en a une qui est l'inadaptation en fait des modèles organisationnels du passé, c'est-à-dire la pyramide hiérarchique, par rapport à cette obligation de répondre à l'effervescence et à la complexité du monde, et qu'il faut donc envisager de nouveaux modèles organisationnels, et le réseau est quelque part la réponse à ce grand défi qui est le nôtre aujourd'hui. D'accord. Alors, nous espérons que tu vas pouvoir nous donner des éléments sur donc, les réseaux, que sont-ils, donc pourquoi les réseaux, comment fonctionnent-ils, et puis impactent-ils nos organisations, vos organisations. Alors, avant de t'entendre et te laisser développer les idées, j'aimerais en profiter pour vous lire quelques lignes donc, du prologue de l'ouvrage de Marc. Ce sujet, ça rejoint ce que tu viens de dire. L'idée de réseau est autre chose qu'un mode technique d'organisation. C'est une autre manière de vivre et de concevoir la relation à l'autre et au monde. Elle ne se limite nullement à une technique managériale ou commerciale. Il s'agit beaucoup plus profondément de fonder un nouvel art du vivre ensemble. Le réseau est une organisation relationnelle au sein d'un ensemble dans lequel elle institue un ordre. Alors Marc, je te propose de nous donner une définition peut-être, ou ta définition des réseaux, et de nous parler aussi des origines des réseaux. Tu as travaillé dans ce sens, et puis après de développer ce qui va constituer pour toi carrément une charte des réseaux. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? La définition la plus générale qu'on donne et qui est rigoureuse, celle-là, c'est un ensemble. Donc un réseau, c'est un ensemble de petites entités autonomes, en interaction les unes avec les autres, en interaction forte les unes avec les autres, et fédérées par quelque chose qui est une identité commune et ou un projet commun. Ça, c'est vraiment la définition qu'on donnerait aujourd'hui d'un réseau. Mais les réseaux, c'est pas une invention humaine d'abord, et c'est pas une invention récente de seconde main. C'est quelque chose qui existe dans la nature depuis toujours. Et le plus bel exemple que je connaisse moi, c'est de considérer qu'une forêt, c'est un immense réseau. Ce ne sont pas une collection d'arbres les uns à côté des autres. Ce sont des interactions infinies, tant en sous-sol que dans l'air. Et voilà, toutes ces interactions-là font que tout ça travaille et forme un tout qui s'appelle la forêt. Bien voilà, voilà un bel exemple naturel de ce que c'est qu'un réseau, et que nous avons à réapprendre à utiliser dans nos entreprises pour avoir la flexibilité et la créativité nécessaires. Alors, définition, est-ce que tu peux en venir à des... Je sais qu'il y a presque deux types de définitions, que tu avais deux approches peut-être à nous proposer. Ben, la première définition, c'est ce que je viens de dire, c'est un ensemble structuré de petites entités qui fonctionnent très fortement ensemble. L'autre manière de faire, qui est plus globale, c'est dire c'est une manière de répondre au monde extérieur, une manière de répondre aux sollicitations extérieures, dès le moment où ce monde extérieur devient très complexe, devient très rapide et implique nécessairement une grande agilité de réponse, une grande vitesse de réponse, une grande souplesse, une grande créativité. Voilà. Donc, selon qu'on regarde de l'intérieur ou de l'extérieur, on a deux regards du réseau, mais qui doivent forcément converger. D'accord. Alors, tu as pu dégager en fait un certain nombre de principes et de points invariants peut-être qui constituent les réseaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Ah oui, sûrement. Les grands principes qui font qu'un groupe travaille sous la forme réseau, parce que c'est bien du travail en réseau dont on parle aujourd'hui, il y a 8 mots-clés qu'il faut garder en tête, avec des poids différents, mais il faut les garder en tête. Le premier mot-clé, c'est le mot autonomie. Chaque entité d'un réseau doit être autonome. Je vais prendre l'exemple de l'APM. Chaque club de l'APM, à l'intérieur de ce beau réseau qu'est l'APM, chaque club est une entité autonome, mais on n'a pas dit indépendante. On dit autonome. Et ça, c'est bien important de bien souligner la différence entre ces deux mots-là.
Le deuxième grand principe, c'est le principe d'identité. Un réseau se définit par une identité. Et qu'est-ce que c'est que cette identité? C'est en fait le vécu du réseau, ce par quoi il est passé, l'accumulation de son expérience. Et c'est ça qui fait ses valeurs, c'est ça qui fait son profil, c'est ça qui fait son style, c'est ça qui fait sa manière de se comporter au monde. Le troisième grand principe, celui-là c'est le plus difficile. C'est le plus difficile à entendre, nous qui sommes depuis si longtemps immergés dans un mode d'organisation pyramidal et hiérarchique, c'est le mot subsidiarité. Le mot subsidiarité, il est crucial. Il n'y a pas de réseau s'il n'y a pas application stricte du principe de subsidiarité, qui dit quoi? Qui dit simplement que un problème, quel qu'il soit, lorsqu'il se pose, doit être résolu où il se pose par ceux à qui il se pose. Et que donc le management est un management par exception et non pas par directive. C'est donc un fonctionnement qui n'est pas top-down, mais bien un fonctionnement qui est bottom-up. Alors cette subsidiarité m'amène à parler tout de suite d'un autre principe qui est connexe et complémentaire, c'est comme tout ce qui se pose comme problème doit être résolu sur place par ceux à qui il se pose, ça pourrait laisser sous-entendre, en gros, c'est la philosophie du démerdez-vous, ça ne me concerne pas. Alors ça, évidemment, c'est pas du tout ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que le principe de subsidiarité doit être accompagné par un autre principe qui est le principe de solidarité. Oui. Donc, à l'intérieur d'un réseau, je dois pouvoir compter sur les copains, pour le dire prosaïquement. Je dois pouvoir avoir accès au savoir-faire des autres. Il faut que les synergies puissent s'installer à l'intérieur du réseau entre pairs, PAIRS. Et donc, c'est là où il faut bien avoir toujours en tête ces deux principes complémentaires. Principe du subsidiarité, donc de management par exception, et le principe de solidarité, c'est-à-dire que au sein du même réseau, on peut compter sur les copains pour résoudre un problème qui est nouveau ou pour lequel on ne voit pas d'issue. Alors, un autre principe intéressant des réseaux, et c'est d'ailleurs une des raisons fondamentales pour lesquelles les réseaux sont mis en place dans la nature, c'est ce qu'on appelle, pardon du mot un peu technique, c'est le principe de fractalité. Alors, les fractales sont des objets géométriques qui ont été inventés. Pardon? Je dis c'est le physicien qui parle, en l'occurrence. C'est le physicien qui parle, mais c'est un mathématicien français qui a inventé ce concept, qui s'appelle Benoît Mandelbrot. Et ce principe dit simplement quelque chose qu'on connaît tous. Il suffit de regarder un arbre pousser, ou il suffit de regarder une plante d'appartement pour comprendre qu'un arbre, il a vraiment intérêt à avoir la plus grande surface possible de contact avec la lumière. Et donc, il va s'arranger pour disposer ses feuilles de manière à avoir le moins d'ombre possible. Donc, il va, autrement dit, et là c'est le mathématicien qui parle, il va extrémiser le rapport entre la surface au monde extérieur et le volume intérieur. L'inverse de ça, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, c'est je veux avoir le minimum de surface avec le monde extérieur pour le plus gros volume intérieur. Donc je veux pas qu'on vienne m'embêter. Voilà, je veux pas ouvrir la porte sur le monde extérieur ou alors vraiment le minimum. Et donc on a cette différence fondamentale entre l'arbre qui cherche à avoir la plus grande surface de connexion avec le monde extérieur et la sphère qui est en fait la surface minimale pour le volume maximum. Donc, quand on parle réseau, on parle nécessairement d'un contact le plus grand possible avec le monde extérieur. Donc, ça veut dire grande réactivité. Ça veut dire chaque entité est en connexion complète et totale avec le monde qui l'entoure et avec les autres entités. Et tout ça fait évidemment un nombre incroyable de flux rapides, d'échanges qui fait la richesse du réseau. C'est justement pour ça que le réseau est riche. Parce qu'il est capable de répondre très vite à un grand nombre de sollicitations. Comme l'arbre qui peut répondre très vite aux photons qui arrivent du soleil pour lui permettre sa photosynthèse. Je continue un nouveau principe, c'est le principe qui est le principe de gouvernance d'un réseau. On a toujours bien compris dans les organisations humaines qu'il y avait ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui font autorité. Ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont ceux qui sont habilités légitimement à trancher un différend, à arbitrer. Et ceux qui font autorité, ce sont ceux qui, quelque part, maîtrisent au meilleur niveau les savoir-faire, les connaissances, les modèles, les langages, etc., etc. Ça a toujours existé, ça. C'est l'ingénieur et le directeur général, pour faire simple. Depuis une quinzaine d'années, on se rend compte qu'il y a un troisième principe qui devient de plus en plus important, qui est
ce n'est pas détenir un pouvoir, c'est pas faire autorité, c'est le fait d'être porteur du charisme, porteur de la passion envers ce qui nous rassemble, l'enthousiasme par rapport au projet collectif. Et donc, une fois qu'on a bien compris qu'il y a ces trois pôles qui fonctionnent dans toutes les organisations, il faut juste se rappeler une règle. C'est que dans un réseau, pour qu'un réseau continue à vivre et à fonctionner et à se développer, il faut que ces trois rôles soient en fait portés par des entités différentes, par des personnes différentes. Ah. Ou sinon, la tendance à la re-hiérarchisation est immédiate. Donc il faut bien garder séparés ces trois choses-là, sachant que, et ça on le sait bien à notre époque, en sachant que c'est le rôle de développement de la passion et de l'enthousiasme qui aujourd'hui devient de plus en plus important. Mais il faut garder les deux autres, bien sûr. Il faut qu'ils soient là et qu'ils soient costauds. Voilà, donc ça c'est le principe de gouvernance. Alors un avant-dernier principe, c'est le principe de prolifération. Ça veut dire quoi? Un réseau, il grandit comme les cellules de notre corps en se divisant. Chaque entité, en fait, essaime. Et que le principe d'évolution, de prolifération d'un réseau, c'est le principe d'essaimage. Et le principe d'essaimage, c'est quelque chose qu'il faut regarder avec soin. Techniquement parlant, ça doit se préparer. Et c'est ce qu'on fait dans les clubs APM. Quand un club atteint une taille qui est un peu trop grosse, on commence à réfléchir à comment faire pour de là avoir un nouveau club qui va s'installer un petit peu plus loin. Ça, c'est le principe d'essaimage. Il est crucial dans le développement d'un réseau. Sachant que j'en profite pour dire ceci, c'est que si 1 donne 2 et que chacun des deux donne 4, on voit que la progression est exponentielle. Donc la vitesse de prolifération d'un réseau peut être extrêmement rapide, donc fragilisante aussi. Et dernier principe, le dernier principe, c'est que quel que soit le réseau, il faut que chaque entité et chaque membre de chaque entité se sache responsable de la production de valeur du tout. Je veux dire par là qu'un réseau, il a une fonction à remplir, qui est de produire de la valeur. L'APM est un réseau qui produit une certaine valeur, qui est la valeur qui s'appelle le progrès des managers, de l'entreprise par le projet des managers. Cette production de progrès, c'est la production de valeur de l'APM. C'est pas un truc qui tombe du ciel. Chacun est responsable de la production de valeur et chacun doit vivre l'APM comme ça. Conscience individuelle et conscience collective. Voilà, conscience individuelle, conscience collective, non pas dans un antagonisme, au contraire dans une convergence des deux. Et c'est cette production de valeur qui fait qu'un réseau tient ou ne tient pas, vit ou ne vit pas, prospère ou ne prospère pas. Voilà. Alors une deuxième question, on enchaîne. Comment séparer les trois rôles, pouvoir, autorité, leader, charismatique, dans une organisation de 20 personnes, quand on a une petite structure? Comment on fait? C'est une question très très fréquente, celle-là, et c'est une question très judicieuse. La tentation est très forte de dire, eh bien, il y a quelqu'un qui est le patron de la petite entreprise là, et qu'il a sur sa propre tête les trois casquettes en même temps. C'est extrêmement difficile à vivre. C'est extrêmement difficile à vivre, et je pense que là, il y a un effort à faire, et c'est peut-être le premier pas vers le mode de fonctionnement réseau dans une PME, c'est de se dire, eh bien, moi, le patron, je dois rester le leader charismatique parce que c'est moi le garant du projet collectif, parce que c'est moi qui dois donner envie. En revanche, pour ce qui est des arbitrages, donc de détenir le pouvoir, eh bien, j'ai un DAF pour ça. C'est quelqu'un qui, lui, au contraire de moi qui suis un entrepreneur, va être quelqu'un qui est un garde-fou, qui est quelqu'un qui va arbitrer et optimiser la gestion des choses. Et bien sûr, on se met d'accord globalement sur des règles du jeu, mais je lui laisse faire son boulot. Et j'interfère pas tout le temps. Et de l'autre côté, il y a ceux qui font autorité. Dans une entreprise de 20 personnes, il y a toujours l'un ou l'autre qui sont les gens qui détiennent le mieux les savoir-faire, les compétences, ou qui ont les meilleurs talents. C'est ceux-là qui font autorité à l'intérieur de l'entreprise. Et donc le patron qui veut rentrer dans cette démarche-là, il va reconnaître cette expertise et il va dire je suis bien conscient du fait que c'est pas parce que je suis le patron que je détiens une meilleure expertise que le meilleur de mes experts. C'est pas vrai. Et donc voilà, c'est une notion de lâcher prise finalement. C'est un lâcher prise en quelque sorte. Ah mais complètement. C'est un lâcher prise, mais qui est difficile à faire. Moi là, je m'adresse vraiment à nos camarades qui nous regardent là. C'est très difficile à faire parce que on a terriblement envie, quand on est patron d'une petite entreprise, d'avoir la main à tous les fourneaux et de tout tenir en main et de tout contrôler. C'est justement ça le principe de la pyramide hiérarchique. Si on veut en sortir, il faut lâcher prise par rapport à ça.
Sinon, il n'y a pas d'issue possible. Oui. Donc c'est aussi une façon de nous dire, il y a un cheminement aussi peut-être par rapport à cette idée de mettre en place des choses. Clairement. Clairement. Alors la grande erreur qu'on pourrait faire, c'est de croire que le passage du pyramidal au réseau se fait par décret. Il suffit de décider ça le matin en se rasant et de dire bon ben ce soir c'est fini. C'est pas vrai. Ça c'est certainement pas vrai. C'est un processus long. C'était la question, pardon, je t'interromps. Quel est le processus de passage d'une organisation pyramidale à une organisation en réseau? C'est justement voilà. Parlons de ce processus. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se fait pas par décret. C'est pas un coup de baguette magique. Ça nécessite des choses très difficiles, à commencer par un changement de mentalité, un changement de culture d'entreprise, un changement des rôles. Et donc, le fait de passer du hiérarchique au subsidiarisé, par exemple, est quelque chose qui ne se fait pas naturellement, du tout. Parce qu'on est entre nous, on peut dire les choses. La plupart de nos contemporains n'ont absolument pas envie de devenir responsables de ce qu'ils ont à faire au quotidien. Ils préfèrent qu'il y ait un chef qui assume la responsabilité. Mais dès le moment où on passe en principe de subsidiarité, ça veut dire qu'à ce moment-là, chacun devient responsable de la solution qu'il donne au problème qui se pose à lui. Donc ça change quand même relativement fort la manière de fonctionner. Et donc voilà, je crois que ce processus de passage du hiérarchique au réticulé est un processus qui s'inscrit en général dans une durée de 3 à 5 ans, puis qu'on touche aux valeurs de la culture d'entreprise, là. Donc c'est 3 à 5 ans, et que ça doit se faire par étapes. Et certainement pas par décret. Alors la meilleure méthode, c'est très probablement de fonctionner par projet. D'essayer progressivement de faire travailler les gens ensemble de manière autonome et de manière subsidiarisée dans un projet bien clair d'abord. Vous voyez, ça fonctionne. Et vous n'avez pas trouvé ça amusant? C'était pas gratifiant de prendre en charge un vrai problème et quelque chose de beau à faire? Et progressivement, eh bien, par contagion interne, les choses se mettent en place. Mais pas facilement. Il faut vraiment que le patron qui gouverne ce processus soit d'une patience d'ange. Et répète 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois pourquoi on le fait, comment on va le faire, etc., etc. Dernière chose que je dis sur le projet, sur cette question, c'est que le processus dont on parle là, ce processus de passage, il y a pas de recette de cuisine. Je pourrais pas, moi, demain matin, écrire un livre de 20 pages en disant « il suffit de faire ça, le problème est résolu ». C'est juste pas vrai. Il y a plein de variantes liées au métier, à la culture de l'entreprise, à l'historique de l'entreprise, au type de profils qui y sont, au niveau moyen d'éducation, l'âge. Donc tout ça intervient comme étant des facteurs de modulation en fait, du processus. Donc il n'y a pas de recette. D'accord. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que la brutalité ne sert à rien et qu'on ne fait pas ce passage par décret. C'est tout. D'accord. Alors, une autre question justement. Êtes-vous sûr que tous les collaborateurs ont envie de fonctionner en réseau? Comment lever les résistances au changement? On fonctionne par mode projet, on commence, mais si les réticences sont là, à ton avis, comment amener les choses? Il y a là quelque chose qui est une loi pas très sympathique. C'est que dès que la loi des grands nombres joue, il y a un phénomène d'adhésion qui est purement statistique qui se met en place. Et c'est vrai pour n'importe quel projet, ça. Pas seulement le passage au réseau. Quand il y a un projet, quelque chose de nouveau à faire, si la loi des grands nombres peut jouer, j'insiste là-dessus, on a toujours la même proposition. Tu peux nous dire ce que c'est la loi des grands nombres? La loi des grands nombres, ça veut dire qu'on est dans un ensemble suffisamment nombreux pour que la statistique puisse jouer. D'accord. Si on est 3, il n'y a pas de statistique. Si il y a un chiffre levier, enfin, oui, ça commence à partir entre 50 et 100. D'accord. Hein, et je vais revenir ça d'ailleurs, à cette histoire-là. Et donc, si la loi des grands nombres peut jouer, à ce moment-là, le problème de l'adhésion à un projet de changement est toujours structuré à peu près de la même manière. Il y a 15% des collaborateurs qui sont enthousiastes. Et quel que soit le projet, c'est toujours les mêmes 15% qui sont enthousiastes d'ailleurs. Il y a 25% qui sont contre, par définition. On ne veut pas changer. L'homme est un animal qui adore rester dans son confort et dans ses habitudes. Donc, par définition, ces 25%-là, ils ne veulent pas en entendre parler. Et puis, il y a la frange intermédiaire des 60%. Et ces 60% se divisent en gros en deux catégories. 60, c'est 40% de gens... Non, les 60% globalement, ils s'en foutent.
c'est pas leur projet, et puis bon, ben, moi je suis là pour faire ce qu'on me dit, et voilà, c'est pas moi qui suis la locomotive de la chose, c'est pas mon problème. Sauf que dans les 60, il y a 40 que ça n'amuse pas trop, et il y en a 20 qui eux se disent c'est pas mon truc, mais ça m'amuse. Et ceux qui s'amusent, il faut renforcer leur amusement parce que c'est un effet attracteur sur les 40% restants. Donc si on procède bien dans ces cas-là, on a 15% de gens qui sont vraiment les locomotives, 20% qui s'amusent, donc ils sont favorables, et qui vont s'amuser tellement bien qu'ils vont attirer vers eux les 40%. Donc on est à 75% de gens qui sont quelque part dans le projet. Donc pour un dirigeant, ça suppose d'identifier ces personnes quand Alors, même, si on est sur une petite structure. Ça suppose qu'il faille identifier le mieux possible. Le mieux possible, au moins les moteurs. Quoi, hein. Voilà. Hein. Et ce qu'il faut surtout jamais faire, j'en profite, c'est de croire qu'on peut convaincre les 25% de résistants. C'est souvent le réflexe qu'on a. Je vais aller voir les gens les plus résistants et je vais argumenter pour leur montrer que c'est bien et pour essayer d'avoir raison. Ça sert à rien. Ça sert à rien. De nouveau, statistiquement parlant, admettons même qu'on écarte les 25% qui sont résistants, ils sont à peine partis que la gaussienne se remet en place statistiquement. Donc ça sert à rien de faire ça. Il faut aller un pas plus loin. Et ce pas plus loin, c'est de dire comment faire pour ne pas subir cette fatalité statistique. Parce que c'est épouvantable pour un manager de se dire, quoi que je fasse, j'ai 15, 60 et 25. C'est horrible. Alors pour ça, mais il faut empêcher la loi des grands nombres de jouer. Et empêcher la loi des grands nombres de jouer, ça veut dire de pouvoir fonctionner avec des entités qui sont petites, c'est-à-dire de moins de 50 personnes. Et ça, je tenais à le souligner parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. À un moment donné, on s'est dit, la question c'est, on dit qu'un réseau, c'est un ensemble d'entités petites, etc., etc. Ça veut dire quoi, petite? Et puis on a fait ça de deux manières. On a été voir ça de deux manières. Une manière tout à fait théorique et une manière tout à fait empirique. Alors je la raconte très vite. Oui. La manière théorique, c'est de dire, pour que je puisse, moi, leader d'une entité, faire passer l'enthousiasme que j'ai par rapport au réseau et au projet collectif de ce réseau, je ne peux pas faire passer cet enthousiasme, cette passion, en passant par un intermédiaire. Je dois avoir un contact direct avec la personne que j'ai en face de moi. Et pour que ce message puisse passer, il faut que la confiance soit établie entre nous deux. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une relation personnelle avec cette personne, que je la connais suffisamment et qu'elle me connaisse suffisamment pour que le courant puisse passer entre les deux. Or, ça, on sait tous bien qu'un être humain, il a très très difficile à gérer plus de 50 relations personnelles en parallèle. Donc 50, c'est la limite. Et puis on s'est dit, oui, mais enfin ça c'est un peu théorique. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir des vieux réseaux qui fonctionnent depuis longtemps et aller leur poser la question? Et donc on a fait ça. Alors les deux plus symptomatiques qui sont les plus amusants à noter aujourd'hui, c'est qu'on a été voir les moines, les communautés monastiques, et pour leur poser la question en disant, bon ben voilà, dans l'ordre des bénédictins, est-ce que votre expérience est arrivée à nous dire quelle est la taille la meilleure pour une communauté? La réponse, c'est dire, ben oui, 25-30, ça c'est vraiment bien. On est en pile au centre de la cible. Et on a été voir un autre réseau, qui est aussi très ancien. C'est le réseau des loges maçonniques. Et on a été leur demander, dites-moi, la taille optimale pour une loge, là, c'est combien? Et alors la réponse, eh bien, il faut que tout le monde se connaisse bien pour que les liens de fraternité puissent fonctionner. Et pour ça, le maximum, c'est 50. Aux alentours de 30, c'est mieux. Bingo. De nouveau, pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et quand on va voir aujourd'hui, par exemple, dans les grands réseaux de franchisés, qui sont des réseaux aussi, c'est à peu près la même règle qu'on voit partout. L'Oréal l'a écrit en disant c'est 40 personnes maximum dans une entité locale. D'accord. D'accord. Quel avenir pour les grandes organisations par construction centralisée versus les petites, start-up, etc. Des conseils pratiques pour elles? Pour les start-up? Oui. Bon, ceux qui me connaissent un peu savent que la réponse à la première question va être assez péremptoire. À savoir que les grandes entreprises hiérarchiques qui existent encore, pour moi, sont des dinosaures qui vont disparaître dans les 20 ans qui viennent. Pas parce qu'ils ne sont pas du tout adaptés au monde. En revanche, les startups, par définition, travaillent beaucoup plus sur un mode d'ajustement mutuel au quotidien, avec beaucoup de souplesse, beaucoup d'agilité, beaucoup de créativité. Ils ont aussi un danger.
Leur danger à eux, c'est justement de croire que l'on peut continuer à croître en faisant de l'ajustement mutuel sans organisation. Ça, c'est le danger. Et donc, je pense qu'il faut apprendre aux petites entreprises très créatives à commencer, lorsqu'elles commencent à gagner en taille, à vraiment mettre en place une charte de réseau, à savoir comment on va évoluer, comment on va assumer les différents rôles, comment on va essaimer, ça sont les deux questions fondamentales. Un, quelle est mon identité? Je suis qui? Donc, c'est poser la question, ouais, c'est ça. Quelle est mon identité? Et deux, quelle est ma finalité? D'accord. Hein, et ça, ce sont les choses qui vont être les garants de la cohérence du tout. Une fois que ça c'est fait, alors on met en place les techniques d'SMA, les techniques de subsidiarité, etc. Mais d'abord définir son identité et définir sa vocation. Et ça doit être très clarifié. Très clarifié. Et c'est pas le plus simple. D'accord. Alors, on construit un réseau, mais les interlocuteurs changent. Comment pérenniser? Ça, c'est intéressant aussi. Encore une fois, la pérennité du réseau passe par la pérennité de son identité et de son projet. D'accord. C'est tout. Donc, une fois qu'on sait qui on est, on sait où on va, que les acteurs changent, on leur dit, ben voilà, tu viens de rentrer dans quelque chose qui sait qui il est et qui sait où il va. Et là, c'est pas aussi brutal que ça, mais en gros, c'est quand même, c'est à prendre ou laisser, quoi. C'est ça le fondement. C'est ça qui tient le tout ensemble. Alors, ça peut évoluer, mais lentement. D'accord. Alors, travailler en réseau, est-ce passer de la baleine au banc de poissons? Banc de poissons organisé, hein. Donc c'est pas une collection de poissons indépendants les uns des autres qui vont n'importe où, n'importe comment. C'est donc bien un banc de poissons organisé, comme on le voit parfois dans des magnifiques documentaires avec les poissons dans les coraux là, qui fonctionnent ensemble au quart de tour. Oui. Ce qui pose d'ailleurs un problème, parce que comme il n'y a pas de chef, comment font-ils pour communiquer et tourner dans l'espace tous exactement au même moment? C'est un vrai beau problème de physique, ça. Mais ça, je te le garderai pour après. Oui, je veux bien. Et donc, oui, quelque part, passer de la baleine à l'énorme banc de poissons, c'est une belle image. Une autre image qui est intéressante, c'est de passer du gros thonier qui est une usine à pêcher le poisson, à la flottille de petits bateaux de pêche qui chacun ont leur autonomie, mais qui quelque part communiquent beaucoup entre eux pour savoir, ah là j'ai trouvé un banc, là il se passe ceci, là il se passe cela, et donc de pouvoir coordonner les activités de chacun des bateaux de la flottille. C'est une autre image qui peut fonctionner aussi. Alors, on va peut-être arriver à la conclusion, Marc. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Est-ce que tu veux reprendre des éléments clés ou donner un message vraiment fort à nos dirigeants après tout ce que tu nous as dit? Des choses à retenir vraiment particulièrement? À retenir particulièrement, oui. Je crois que j'ai bien insisté sur une première chose, c'est clarifier l'identité, clarifier le projet. C'est ça qui tient tout ensemble. Et l'autre chose que je n'ai pas dite, mais j'en profite comme tu me laisses une petite fenêtre, c'est que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, on a des petits gars derrière qui s'appellent la génération Y et derrière la génération Z, qui eux, de toute façon, vont refuser radicalement de fonctionner selon le mode pyramidal hiérarchique. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Bien, écoute, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.